Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, les titres du 19h50. À la une ce soir, elle a imposé sa loi pendant des années au quartier Mangué à Yaoundé. Une jeune femme est suspectée d'être à la tête d'un gang de trafiquants de stupéfiants. Ses complices et elle ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Un vent de colère a soufflé ce lundi au marché central. Les commerçants ont crié leur désarroi face à une opération menée par la mairie de la ville. Une dizaine de boutiques scellées créent une vive tension au lieu dit Carrefour Anatole. Et nous irons dans la ville de Yaoundé où se procurer du gaz est toujours une équation difficile malgré l'approvisionnement. Et vous verrez que beaucoup ont recours aux anciennes méthodes et ils se ruent vers la sciure. Du sport avec le 15e numéro de prélude de la Coupe du Monde Qatar 2022. Zoom ce soir sur le premier quart de finale de l'Afrique. Voilà pour les titres. Une femme impose sa loi dans un quartier réputé dangereux à Yaoundé. Elle est suspectée de deal de stupéfiants. Ses deux complices et elle ont été appréhendés en possession de 35 kg de cannabis, un peu moins d'un demi-kilogramme de drogue dure et des appareils volés. Karel Mezatiatua, Serge Alain Zibou. Envers, la seule femme du gang de ces présumés dealers. Depuis l'arrestation de son époux en mars 2022, Mariatou a enfilé ses bottes de grossiste pour distribuer des stupéfiants au quartier Mangué, réputé dangereux à Yaoundé. La quantité saisie témoigne du degré de criminalité. 35 kg de cannabis, moins d'un demi-kilogramme de drogue dure et des appareils volés. Ils vendent ces drogues aux élèves, aux badauds, à ces enfants qui se débrouillent dans les marchés avec les pousses, les brouettes et même aux adultes. Et ça, c'est hommes et femmes confondus. Des clients de tous les jours, majoritairement recrutés au sein de la jeunesse. Bonjour les comportements déviants. Les parents invités à doubler de vigilance. Il faut qu'on soit attentif à certains types de comportements. Il faut qu'on soit attentif aux changements subits qui s'opèrent dans la vie de nos enfants. Et il faut surtout qu'on collabore avec la police. Cette arrestation est le fruit de la collaboration souhaitée. Les présumés malfrats seront déférés chez le procureur de la République. Une autre femme tombe dans les filets des forces de l'ordre. La jeune femme de 19 ans a été appréhendée dans un bistrot avec un bébé volé au quartier Nkomesing, lieu-dit Ngona, à Yaoundé. Elle y est interpellée alors qu'elle s'apprêtait à prendre la route pour l'ouest du pays. Le récit, une fois de plus, de Karel Mezatiatua et Serge Alain Zibou. Les faits remontent à mardi dernier au quartier Nkomesing, lieu-dit Ngona, dans la capitale. La jeune fille que voici se glisse dans le domicile de son compagnon à son insu pour y dérober des vêtements du fils de ce dernier. Cela fait, elle débarque dans le salon de coiffure de la mère de l'enfant en question, prétendant vouloir se refaire une beauté. Elle réussit à la distraire et prend la poudre d'escampette. Elle prend un peu l'enfant, elle me dit qu'elle fait un peu les 100 pas pour lui calmer. J'ai dit ok, je guette sur la fenêtre, je vois comment elle est dehors. Entre-temps, je ne la vois plus. Je sais que non, peut-être elle a un peu dit qu'elle va acheter quelque chose à la boutique parce qu'elle m'avait d'abord dit qu'elle a faim. C'est l'alerte du voisinage qui a conduit des éléments de sécurité publique du 16e arrondissement de la ville de Yaoundé sur les pas du bourreau. Elle attendait un bus en partance pour l'ouest dans un bistrot non loin de la gare routière du coin. L'esprit d'observation qui a fait en sorte qu'il constate qu'il y avait un bébé dissimulé sous un meuble. La patrouille était loin de se douter que la présumée cambrioleuse avait dans son butin un nouveau-né, le mobile avancé. Elle vivait à Bafoussam avec un jeune homme qu'elle aurait menti lorsqu'elle venait à Yaoundé de ce qu'elle était enceinte. Au moment de rentrer sur Bafoussam, il fallait bien qu'elle prouve à son fiancé qu'elle avait enfanté d'un garçon pour pouvoir le reconquérir. Projet stoppé net. Le sort à elle réservé est maintenant du ressort de la justice camerounaise.
Allons à Melon, dans le département du Mungo, région du littoral. Les producteurs de gingembre sont en colère. Ces derniers dénoncent la non-homologation du prix de cette culture et la dictature des acheteurs qui leur imposent ces prix en leur défaveur. Devarionda, Luciano Njaku, reportage. Constitués en carré et munis des arbres de paix, les producteurs du gingembre du village Essekou, dans l'arrondissement de Melon, ont fait entendre leur voix et manifester leur ras-le-bol suite aux mauvaises conditions de vente auxquelles ils font face. Nous, les femmes, nous cultivons le Njinja pour envoyer nos enfants à l'école. Mais aujourd'hui, nous ne parvenons plus à rien faire, même à manger à la maison. Les acheteurs sont venus, on a tenu une réunion que personne n'arrache le Njinja pendant 2 semaines pour que le Njinja baisse sur le marché. Et puis on va tenir la réunion pour donner le prix du Njinja. Si nous venons à la sous-préfecture pour que, avec la parole du chef d'État, vraiment nous voulons qu'il lui mette l'appui par rapport à ça. La surenchère des intrants, l'enclavement des pistes agricoles, ajouté à cela les mauvais prix sur le marché, sont entre autres les facteurs qui ne permettent pas aux planteurs de s'épanouir. Après les avoir écoutés, le sous-préfet leur a recommandé une réorganisation de leur secteur d'activité. Et nous les avons invités à pouvoir s'organiser en un secteur pour pouvoir bénéficier de l'appui de l'État. Nous leur avons recommandé de ne plus constituer un obstacle à l'écoulement des produits par les autres producteurs. Parce que ce n'est pas normal. Chacun reste libre d'écouler ses produits sur le marché. Les producteurs déclarent cesser toute activité jusqu'à ce que les prix soient homologués. Et à Douala, le maire de la ville fait sceller des boutiques du carrefour Anatole, ici même à Douala. Les commerçants voient cet acte comme une tentative d'intimidation après leur opposition à la construction de nouvelles boutiques. Le reportage de Samuel Bayha. Un homme par terre pousse un cri désespéré. Sa boutique vient d'être fermée. Ici, dans ce centre commercial du carrefour Anatole, des boutiques triées portent des scellés. Motif, non-respect de l'arrêté du maire de la ville de Douala. Ils envoient les éléments tout en disant que les gens n'ont pas payé les quittances, alors que ce n'est pas là le problème. J'ai payé ma quittance, même ce matin que j'ai payé la quittance. Et je ne sais pas, et les impôts. Je suis à jour avec les impôts. Vraiment, je trouve que c'est un peu l'abus. Les commerçants ont-ils franchi la ligne rouge en s'opposant il y a quelques jours à la construction de nouvelles boutiques? Ils voulaient bloquer tous les entrées pour mettre un petit portail. Les commerçants ont refusé. Ils ont essayé de cibler certaines personnes. Mais au lieu de leur dire la vérité aux gens qui sont venus sceller. Difficile de confirmer ces aveux. Le régisseur du marché ne souhaite pas s'exprimer. Et samedi dernier, au marché Dakar, dans la ville de Douala, 13 boutiques ont été réduites en cendres. Un branchement électrique aurait provoqué l'incendie. Et d'après une cartographie des marchés à risque d'incendie à Douala, 3e, les branchements anarchiques et le manque de bouches d'incendie sont déplorés. Le reportage, une fois de plus, de Samuel Bayard. Malgré l'odeur des brûlés qui agressent leurs yeux et narines, ces hommes entassent à coups de pelle des marchandises carbonées. Gisèle est dans le délire. Samedi dernier, au marché Dakar, après la fureur des flammes, seule l'épave de son conteneur a résisté. Il y a eu l'incendie et ça a commis de nombreux dégâts comme vous voyez depuis samedi. Et aujourd'hui, nous sommes lundi. Jusqu'à présent, aucune autorité n'est venue ici pour chercher à savoir ce qui s'est passé. 13 boutiques au rayon achalandé, aujourd'hui des vestiges. Ici, une installation électrique serait le facteur déclencheur de l'incendie. Le câble électrique était là. Quand l'incendie a commencé, il y avait coupé de lumière. Après, quand la lumière est revenue, ça a pris directement. On a essayé comme pour essayer avec les inspecteurs, ça n'a pas pris. À la mairie, une cartographie des marchés à risque d'incendie de Douala 3e nous est présentée. 2 détails sont saisissants. Les premières causes d'incendie dans l'arrondissement de Douala 3e étaient dues à l'absence de bouches d'incendie dans les marchés, à
aux installations électriques défectueuses, à l'utilisation du mauvais matériel électrique. Au pied de la ruine, quelques commerçants, des poussières, les marchandises épargnées. Intéressons-nous à présent à l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya. La fête est célébrée à Garoua avec Franck Biya, le fils aîné du chef de l'État, s'est joint à la famille politique du RDPC du Nord pour commémorer ce 40e anniversaire. La place des fêtes de Garoua a fait le plein pour l'occasion. Le récit d'Eringele sur les images d'Aïssa Toubouba. Il était en posture d'invité spécial à Garoua, à l'occasion de la célébration de l'an 40 de l'accession à la magistrature suprême du président de la République, Paul Biya. Franck Emmanuel Biya, aux côtés du président régional de la commission permanente du RDPC du Nord, Aboubakari Abdoulaye, le fils du chef de l'État camerounais, a rehaussé la manifestation de sa présence et plongé dans un impressionnant banc de foule. Monsieur Franck Biya, à Japama, Ado, Tumhamon, Maupe Mahou Dibe Maupe Diamin, Kokurata Dubi Japande Nai, Fode Olama, Hadubi Japande Nai Olami, Boku Dibe Maupe Dini Wagare. Dumni ben Urti et Nerlestindi, a Hande Bondabe, Dabe Tapini, pour dire je crois que vous venez d'assister à une cérémonie populaire, une cérémonie colorée, une cérémonie empreinte de joie, de fraternité et surtout de communion nationale. Ceci reflète le fait que les 40 ans du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a une signification particulière et exceptionnelle pour les populations de Garoua. La région du Nord a massivement répondu à l'appel du premier vice-président du Sénat et l'amido de Ray Bouba. Une joie perceptible pour l'hôte de marque, lequel la jeunesse a apprécié positivement la venue sur les berges de la Bénoué. Un honneur, un grand honneur de regarder un jeune entrepreneur, homme d'affaires, Emmanuel Franck Biya, le fils de notre président de la République, son Excellence Paul Biya. Ça nous donne l'envie, ça nous donne le goût de rester au Cameroun. Pourquoi? Parce que le fils et son père pensent toujours à Garoua. On ne peut même pas croire que Franck Biya, là où il est, il pense toujours venir à Garoua. Cet homme d'affaires prendre le devant et que c'est un jeune, c'est un espoir quelque part. Nous allons dire que c'est un espoir. Pourquoi? Parce que c'est un jeune. Il pourra peut-être impulser les choses en faveur de la jeunesse. À la place des fêtes de Garoua, Noir de Monde, le président régional de la commission permanente du RDPC du Nord a salué la mobilisation tous azimuts des délégations venues des 4 coins de la région, vivre ce moment qui restera longtemps gravé dans les mémoires. Un retour ce soir en images sur la célébration du Jubilé d'or de Paul Biya. Les militants et sympathisants du RDPC, à travers chants et discours, ont renouvelé leur attachement à l'homme du renouveau. Une célébration qui contraste avec cette autre génération qui pense que l'heure est venue pour le changement démocratique. 6 novembre, quand 2 générations s'entrechoquent. C'est un sujet de Lille Piedjou et Colin Stayo. Au son entêtant des tam-tams et sous une chaleur écrasante, des milliers de militants et sympathisants du RDPC se sont massés à l'hôtel de ville de la capitale dimanche pour magnifier le président Paul Biya après 40 années à la tête du Cameroun. Ils ont crié, dansé au rythme d'une sono, diffusant des chansons à la gloire de Paul Biya. Le RDPC s'est mobilisé parce que le RDPC a été créé par le président Biya pour l'accompagner dans la mise en œuvre du renouveau national. Pour le moment, son mandat court encore. Vous voulez que nous chassons notre président alors que son mandat n'est pas terminé? Donc nous sommes fiers de lui. Les personnalités présentes, notamment le Premier ministre, le président du Sénat, ont salué un président d'exception qui, malgré les périodes difficiles, réussit à ne pas faire chavirer le bateau Cameroun. C'est une seule réaction, un seul mot d'ordre,
mobilisation sans faille derrière le chef de l'État, le président de la République. Parce que 40 ans de pouvoir sans partage, ça ne se donne pas. Le président de la République n'est pas si mauvais qu'on le pense. C'est son entourage qui le rend mauvais. Tout à côté, un autre son de cloche d'une autre génération. Elle a soif d'une alternance démocratique après 40 ans. Avec le président, je ne pense pas que ça va changer. C'est avec une nouvelle équipe que ça peut changer. Après 40 ans, si rien n'a changé, ça va de mal en pire. Moi, je suis né en 88. Je n'ai que connu son excellence au pouvoir. Et j'aimerais connaître un autre président. C'est toujours mieux de l'alterner. Le cap de 40 ans franchi, le Cameroun rentre dans une autre phase de son histoire. D'un côté, de nombreux défis à relever, précisément sur le plan sécuritaire. Et de l'autre, l'alternance qui demeure un sujet tabou. Autre chose à présent, bientôt un centre d'emplissage à gaz dans la ville de Bamenda. Les travaux de cette usine ont officiellement débuté par la pose de la première pierre du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Les travaux de cet ouvrage vont durer 24 mois. Les précisions avec Titi Freeman et Annie Collins. Cérémonie de pose de la première pierre de l'usine du centre d'emplissage de gaz domestique à Bamenda ce 5 novembre. À la manœuvre, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, représentant du Premier ministre. With this project, Bamenda will have its own filling center. We have many advantages in terms of jobs. This project will create approximately about 1,000 direct and indirect jobs for daughters from sons. Financé à hauteur de 5,9 milliards de francs par la Caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures, le projet permettra de pallier la pénurie que connaît la localité et bien plus. La région sera autonome. Il y a la distance de 80 km qui faisait pour aller à Douala. Il y a au niveau de l'emploi direct et indirect, il y a mis. Il y a au niveau des approvisionnements de ces gaz qui sera présente. L'initiative a reçu l'onction des élites, chefs traditionnels, élites et autorités religieuses de la région du Nord-Ouest en crise depuis 2016. Et depuis quelques semaines, le gaz se fait de plus en plus rare, une situation qui pousse bon nombre de Yaoundéens vers des sources alternatives d'énergie, parfois rudimentaires pour la cuisson. Au quartier Etoudi, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, c'est la ruée sur la sciure et le copeau que nous racontent Joël Diom 3, Osé Api et Samuel Ebakissé. On est pour les gars depuis, et que des recettes comme ça va le faire à la maison, nous sommes obligés de venir chercher un peu de coco. Comme Paul Alain, de nombreux habitants du quartier Etoudi, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, trouvent leur réconfort auprès des dames sciures depuis que le gaz butane se fait désirer. Le copo, c'est économique pour nous. Avec la cellule, je suis à l'aise. Je préfère la cellule. Si la ruée est certaine, la pénurie, elle, n'a pas eu d'incidence sur les prix. Le sac de 100 kg de sciure est maintenu à 2000 francs CFA et le sac de 100 kg de copeaux reste fixe à 500 francs CFA. Nous le confirmons dans cette autre menuiserie, pas besoin d'en rajouter à la souffrance des ménages. Comme depuis il n'y a pas de gaz, les femmes viennent en chercher, ils fouillent de gauche à droite. Bon, quand ils en trouvent, ils emportent, ils nous donnent une maigre somme de 200 francs. D'ailleurs, même il n'y a pas d'argent et on ne peut pas augmenter parce qu'on a augmenté aussi le gaz, non. Le prix reste toujours intact. Ce n'est pas la première fois que je viens acheter le coco ici. Ce que moi j'ai constaté, c'est que les prix sont toujours les mêmes là. Une chose est certaine, les machines tournent à plein régime pour approvisionner le maximum de clients. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les tenanciers de menuiserie surfent sur la vague. Et à suivre dans le 19h50, des petits aéronefs sans équipage. Au pilotage télécommandé, nous irons découvrir cette nouvelle technologie de plus en plus prisée par les Yaoundéens.
Et 19h30, c'est l'heure du couvre-feu à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Décision du sous-préfet de Yaoundé 5e pour faire reculer l'insécurité. Et nous fêterons le 15e numéro de Prélude mondial Qatar 2022 qui est consacré au tout premier quart de finale de l'Afrique en Coupe du Monde. Dans l'actualité, un peu plus de 12 millions de francs CFA, c'est le montant global de l'enveloppe devant être départagée entre 1558 meilleurs producteurs de cacao de la ville de Monatélé dans le cadre de l'opération de paiement de la prime qualité du cacao, récompensant des producteurs ayant commercialisé un produit de qualité. Et ces primes d'encouragement ont été remises aux récipiendaires récemment à l'esplanade de la mairie de Monatélé par le ministre du Commerce. Regardez. Au quotidien, il tente d'améliorer la qualité de la fève du label Cameroun. Ce 3 novembre 2022, 1658 producteurs de cacao, parmi les plus méritants de la ville de Monatélé, reçoivent leur prime qualité octroyée par le président de la République, Paul Biya, à l'occasion du lancement de la seconde campagne de gratification en faveur des producteurs pour le compte des saisons cacaoyères 2018-2019 et 2019-2020. Vraiment, ça vient à point, d'où on me demande la deuxième tranche de mon fils à l'école. Si cet argent va me servir, je vais encore chercher à optimiser le champ pendant la saison sèche. C'est bien connu. Qui dit merci en redemande. Nous avons besoin d'être accompagnés pour mieux vendre notre cacao, car nous sommes à la merci des bandits. Cette doléance n'est pas tombée dans des oreilles de sourds. Et pour marquer le coup, le membre du gouvernement va faire cette annonce forte. Je signerai avec le club des chocolatiers engagés un nouveau prix de campagne qui ne sera plus de 1640. On y ajoutera 100 francs. La seconde campagne de gratification en faveur des meilleurs producteurs de cacao lancée à Monatélé va se poursuivre dans les 58 départements et les 360 arrondissements du pays. Un reportage signé Joël Diom 3 et Raoul Ngoufo. Et s'ils étaient l'avenir de nos métiers, ces drones, petits aéronefs sans équipage, dont le pilotage est télécommandé. Et de plus en plus, on en voit dans nos villes, au-dessus de nos têtes, près de chez nous. Mais que sait-on vraiment de cette nouvelle technologie? Depuis le 3 novembre dernier, les Yaoundéens se sont mis à l'école du petit engin. Et depuis hier, ils peuvent désormais parler des drones avec autorité. Janice Kamga, Bertrand Tiassé. Aujourd'hui, les drones interviennent dans quasiment tous les domaines d'activité, de l'agriculture au minier, en passant par l'audiovisuel ou encore l'architecture. Dans le domaine de la construction, on utilise les drones dans le cadre de la modélisation 3D des bâtiments ou bien de la thermographie des bâtiments afin de détecter les dégradations. L'attrait des Yaoundéens pour cette technologie s'explique par les difficultés rencontrées au quotidien, alors que l'Afrique est engagée dans un vaste processus de transformation digitale. J'avais été confronté plusieurs fois avec les collègues sur le terrain à des difficultés. On ne savait pas qu'il fallait s'agresser à la CCAA pour exploiter un drone. Peu importe votre domaine d'activité, il est impératif aujourd'hui d'intégrer le drone pour avoir une plus-value. Au Cameroun, c'est principalement la loi de 2013 sur l'aviation civile qui fixe le canevas d'exploitation. Cette formation éclaire le grand public sur les restrictions dont il faut s'accommoder. Interdit de survoler des espaces protégés tels que les espaces militaires, des zones nucléaires, des écoles, des marchés, des hôpitaux. Et exige de respecter la vie privée des personnes. En 5 sessions de formation, ce sont près de 180 techniciens qui ont pu s'auto-employer ou qui sont devenus plus compétents dans leurs administrations. Le groupe Canal 2 brille une fois de plus par ses performances. Il vient de décrocher 2 prix à l'occasion de la clôture des festivités marquant le 40e anniversaire du Palais des Congrès de Yaoundé. D'autres lauréats également primés pour la circonstance dans 5 catégories au total. Karel Mezatachouya et Michel Foucault. Représentant une fois de plus le Canal 2 international. Le groupe Canal 2, une fois de plus sous le feu des projecteurs. Il vient de rafler 2 prix à la cérémonie de clôture des 40 ans du Palais des Congrès de Yaoundé. D'abord, le prix de la valorisation culturelle
à travers la prestigieuse cérémonie de récompense Canal d'Or et celui du partenaire média de Senos d'Emeraude à travers sa chaîne de télévision. Les prix sont réceptionnés par Rodrigue Tanguay, directeur de l'information de Canal International, au nom respectif de Colette Chatué, présidente des Canal d'Or, et de Joseph Foto, directeur général de Canal International. Une vingtaine de lauréats encouragés au total dans 5 catégories: culture, politique, diplomatie, sociale, économie. L'un des temps forts de cette belle fête, l'explosion de joie à travers 40 feux d'artifice, ainsi que la coupure du gâteau anniversaire représentatif de cette belle bâtisse, ont agrémenté la soirée. Des artistes aussi ont donné de la voix. Un mix de la jeune et ancienne génération a fait danser les convives, même en position assise. Un déploiement spécial pour marquer d'une pierre blanche les bons et loyaux services rendus à la nation par ce joyeux architectural 4 années durant. La fête était belle. Le représentant du chef de l'État, des membres du gouvernement ainsi que des hôtes de marque présents ne sont certainement pas prêts d'oublier ce moment festif, riche en sons et couleurs. Autre titre, le sous-préfet de Yaoundé 5e restreint l'activité sportive sur l'esplanade du stade omnisport Amadou Ahidjo. Le sport au-delà de 19h30 n'est plus autorisé sous peine de sanctions sévères. La mesure de l'autorité administrative vise à éradiquer l'insécurité ambiante dans et autour de cette zone. Daniel Anissé-Boudier, Samuel Ebakissé. Il est exactement 19h30, c'est déjà le couvre-feu à l'esplanade du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Des centaines de jeunes sont expulsés des lieux par les forces de l'ordre. Plus d'activités sportives ici au-delà de 19h30, ainsi en a décidé le sous-préfet de Yaoundé 5e. Une décision qui réjouit déjà ces vendeurs de vêtements, très souvent témoins et parfois victimes d'actes d'insécurité, du fait de la forte concentration humaine. Ils arrachent les téléphones, ils arrachent les sacs. Et quand il y a l'influence, quand il y a le gros l'accouplement, les clients fuient parce qu'ils se disent qu'ils seraient peut-être placés, l'enfant va peut-être venir mettre la main dans la poche. Tu vois, les trucs comme ça. Donc, le vendredi un peu, ici là chez nous, c'est un peu pénible pour vendre parce qu'il y a trop l'accouplement. À en croire ses riverains, l'esplanade du stade Omnisport serait réputée pour être le lieu idéal de rencard où prospèrent des pratiques de toutes sortes. C'est le lieu de rendez-vous des filles ici là et des hommes. Quand ils fuient la maison qui viennent faire sport, c'est pour venir se faire draguer, se tripoter par ici. Des réalités qui ont poussé l'autorité administrative à frapper du poing sur la table. Il y va de la sécurité des personnes et de leurs biens. Moi, je suis clair là-dessus. S'ils veulent s'exposer à la délinquance, moi, ma responsabilité, c'est de les dissuader de ne pas s'exposer à la délinquance. Puisque quand on dit qu'on a agressé quelqu'un, on a tué quelqu'un. C'est les mêmes gens qui disent dans les mêmes médias qu'on tue les gens à Yaoundé, on agresse les gens à Yaoundé, les gens ne font rien. C'est ça qui est la question. Moi, je pense que c'est une mesure, en réalité, qui doit être approuvée par l'ensemble de l'opinion pour que les gens fassent le sport à des heures convenables. Les forces de l'ordre veillent. Le calme va régner autour du stade Amadou Ahidjo, de gré ou de force. Et allons à la découverte de ces ingrédients aux vertus multiples prisés dans les cuisines africaines et pratiquement incontournables. Pour relever le goût des mets, l'ail et le clou de girofle sont également des alliés efficaces pour entretenir la santé. Leurs secrets dévoilés dans ce reportage de Maria Mazou et Michel Foucault. Qu'il soit blanc, rouge ou même violet, l'ail se présente toujours sous la forme d'un bulbe à plusieurs gousses, chacune entourée d'une coque. Avec son goût prononcé et sa légère amertume, la saveur de l'ail à printemps varie en fonction de la grosseur de sa gousse.
ça a plus de parfum que le blanc. Ouais. Beaucoup de clients sollicitent l'ail, n'est-ce pas, l'ail rouge. Seulement que les autres qui hésitent parce que c'est difficile à éplucher. Indispensable dans de nombreuses recettes, l'ail est à la fois diététique et excellent pour le système cardiovasculaire. Il fluidifie le sang tout en débarrassant les artères du mauvais cholestérol. C'est très idéal pour des personnes d'un certain âge qui souffrent déjà de rhumatisme, de douleurs musculaires. Ça aide vraiment pour le soulagement. Et aussi c'est très indiqué pour le cœur parce que ça aide à éviter les caries sanguines, une fluidité du sang. Consommé en grande quantité au cours d'une journée, l'ail s'avère être aussi une source de quelques nutriments. Par exemple, un bulbe d'ail, soit environ 40 ml ou 24 g d'ail, représente une bonne dose de manganèse et de vitamine B6. À côté de l'ail, nous avons également cette épice très prisée qu'on appelle clou de girofle. Obtenu à partir des boutons floraux du giroflier, le clou de girofle tire ses bienfaits de sa concentration en molécules de l'eugénol, utilisée dans l'industrie pharmaceutique pour ses propriétés antiseptiques et analgésiques. Ça aide beaucoup pour des personnes qui souffrent des maux de gorge, qui souffrent par exemple de douleurs musculaires. Alors les femmes utilisent souvent pour des bains de la douleur faciale. Utilisé sec en cuisine pour sa saveur, il facilite la digestion et lutte contre les douleurs dentaires. En culture, ce 7 novembre est journée internationale de l'écrivain africain, occasion pour les auteurs et autres acteurs de la chaîne du livre de se célébrer, mais surtout de réfléchir sur les difficultés rencontrées par la littérature africaine qui souhaite se faire une place de choix à l'échelle internationale. Reportage Titi Freeman et Henri Tinda. À l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, la Journée internationale de l'écrivain africain célèbre tous les 7 novembre les hommes de lettres du continent noir. Occasion pour les acteurs du domaine de s'épancher sur l'état de la littérature africaine. Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas. Si vous regardez les écrivains actuels, vous allez, je prends par exemple Djaïli Amadou Amal ou Ernest, qui sont 2 écrivaines modernes, camerounaises, qui viennent de gagner des prix à l'échelle internationale. Je pense que la littérature africaine est clairement valorisée et elle est prise en compte par la littérature européenne et d'autres mers. Parce que pour le moment, on a quand même le savoir-faire sur le continent. Il y a des bons écrivains, mais il nous manque le faire savoir. Un faire savoir auquel sont conviés les médias pour un meilleur écho. Les auteurs africains, quant à eux, appelés à évoluer avec l'air du temps. À l'époque des Mongo Betty, on a longtemps écrit sur la colonisation pour dénoncer. Aujourd'hui, on arrive à une littérature qui est beaucoup plus portée par les femmes, qui parle de la condition de la femme. C'est tout à fait normal. Mais après, il faudrait que nous arrivions à avoir une littérature qui est propre à l'Afrique. Et cette littérature, c'est celle qui parle de l'Afrique et parle aux Africains, à travers les Africains. L'écrivain africain doit être un éducateur, un formateur des consciences et enseigner à l'Africain les idées de l'Afrique, la pensée africaine et le développement de l'Afrique. Une réorientation des contenus qui contribuerait à mieux placer l'Afrique à l'échelle mondiale, comme l'ont fait Léopold Sédar Senghor, Sévérin Cécile Abega, Alain Mabankou et bien d'autres écrivains africains de renom. Il y a 13 jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, le 15e numéro des Préludes s'intéresse ce soir au premier quart de finale de l'Afrique dans la compétition. C'est évidemment en 1990 avec le Cameroun sur le terrain. Le film de ce match historique avec André Miraboma. Et l'actualité à l'international, la République centrafricaine frappée par la pénurie de carburant, situation qui laisse prospérer la vente de carburant à la sauvette. En Égypte, le changement climatique au cœur de la COP27. Les chefs d'État et le gouvernement sont engagés à sanctionner les premiers pays pollueurs de la planète. L'île Piédiou, Calvin Tekam, Escalmonde. À Bangui,
la capitale de la Centrafrique. Plusieurs stations ne sont plus approvisionnées depuis parfois 7 mois et les vendeurs de carburant à la sauvette prolifèrent. On paye des taxes là-bas et du côté centrafricain aussi, on paye les douaniers. Chez eux, c'est 100 francs CFA par bidon. Ici, c'est 250 francs. Ce qu'on fait, on ne gagne pas des milliards, mais on cherche des moyens de survivre. La Centrafrique, deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU, connaît régulièrement des problèmes d'approvisionnement en hydrocarbures. On demande juste à avoir du carburant dans les stations parce que l'essence qu'on prend ici joue sur nos carburateurs et ça les abîme. Les motos sont dérangées, abîmées. Donc il faut que les autorités trouvent une solution pour qu'il y ait du carburant dans les stations. Mais depuis mars, le pays traverse une dramatique pénurie. Dans la capitale, les chauffeurs de taxi-moto abandonnent le métier ou payent des prix de plus en plus élevés pour se procurer du carburant. Des secouristes et des pêcheurs tentent de récupérer des survivants et l'avion du lac Victoria après que l'engin s'y soit abîmé alors qu'il approchait la ville de Bukoba, en Tanzanie. 19 personnes ont été tuées dans l'accident, mais 24 personnes ont survécu selon un communiqué de Précision Air. Le président français Emmanuel Macron est accueilli par Abdel Fattah al-Sisi, son homologue égyptien, et Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, au sommet de la COP27. Et la célébration du l'an 40 du renouveau dans la Sanaga maritime et les étudiants en hôtellerie qui rendent visite aux géants de l'hôtellerie mondiale. C'est dans le plus du 19h50. Un 6 novembre en or dans la Sanaga maritime. Les militants et sympathisants de toutes les sections RDPC se sont mobilisés sans réserve pour magnifier les 40 ans de pouvoir de leur président national et président de la République du Cameroun, Paul Biya. Le ton a été donné dimanche matin par l'élite du coin. Par ailleurs, membre de la commission permanente départementale du comité central du RDPC en Sanaga maritime. Jean-Ernest Massenangale Bibé s'est rendu à Dizangué, Edea 1, Edea 2 et dans la Dibamba. À chaque étape, le ministre déroule les réalisations de l'homme du renouveau et les projets à venir pour le développement de ce département. Le ministre Ngale qui a toujours été là pour accompagner les militants du RDPC, surtout la section de Dizangué. Nous lui disons grand merci pour cet acte-là et qu'il est toujours la bienvenue à Dizangué pour continuer à nous encourager à résister dans notre mobilisation derrière le président de la République. Section femmes, je tiens à la section jeunes, je tiens à la section hommes. Le RDPC a fait de nous ce que nous sommes. Nous devons rembourser au RDPC ce que nous avons eu du RDPC. Venez qu'on travaille ensemble, laissons les discussions pour que vive le RDPC aider à deuxième, pour que vive le développement aider à deuxième. C'est également l'occasion pour Jean-Ernest Massenangale Bibé d'appeler ses camarades à sauvegarder les acquis du renouveau. Cela passe par la redynamisation de la base, la symbiose dans les différentes activités et le vivre ensemble. Militants et militants du RDPC, 40 ans, c'est toute une vie. Vous l'avez entendu tout à l'heure de Madame la Présidente. Mais point n'est besoin de faire un inventaire plus loin de toutes les réalisations perceptible du renouveau national. Nous savons tous que c'est sous le règne de son Excellence Paul Biya que notre pays a connu toutes les grandes mutations sociales, toutes les mutations politiques, surtout pour toutes les mutations économiques qui font de lui un havre de paix. La Sanaga maritime, à travers cette grosse mobilisation, démontre une fois de plus que le chef de l'État peut compter sur ce département.
La Sanaga maritime reste fidèle au président national, président de la République, afin de poursuivre les chantiers de paix, d'unité, de solidarité et de progrès, très cher à Paul Biya. Le Hilton Yaoundé, touché du doigt par des centaines d'étudiants ce 5 novembre. Des chambres à coucher au banquet, en passant par la réception, ont fait le tour de chaque service disposé ici en échantillon. C'est à l'occasion de la journée Portes ouvertes, organisée par la structure hôtelière sur la gestion des carrières dans les métiers de l'hôtellerie. Comme vous le savez, le Hilton a beaucoup de plans de développement pour ouvrir de nombreux hôtels dans toute la région d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc c'est aussi dans cet objectif que nous faisons cette porte ouverte aujourd'hui, afin de, encore une fois, sensibiliser sur les métiers de l'hôtellerie et faire rêver les étudiants et les jeunes et choisir l'hôtellerie comme carrière après leurs études. Dans la somptueuse salle Bouma, les clés d'une carrière réussie sont distribuées à ses apprenants au travers de modules minutieusement préparés. Nous avons présenté un site web sur lequel ils peuvent aller découvrir les offres en ligne et également postuler directement, quel que soit le pays, quelle que soit la ville dans laquelle ils souhaitent vraiment travailler. Donc ces opportunités leur ont été présentées. Et également nous avons présenté différents ateliers dans lesquels ils pouvaient toucher du doigt la réalité des métiers de l'hospitalité. Un atelier d'apprentissage avec des professionnels de la maison, des acteurs qui racontent leur parcours de la base au sommet. Une journée de découverte enrichissante pour ces étudiants, mais aussi pour les formateurs, ainsi que des associations de personnes handicapées conviées aux échanges. C'est bien d'avoir permis aux étudiants de rencontrer des professionnels, des gens qui ont réussi dans le métier qu'on veut faire, des gens qui ont commencé au bas de l'échelle et qui se sont retrouvés chefs de département après 10 ans, c'est possible. Hilton a su mettre le doigt sur ce qui manque dans notre panel académique ou pédagogique, c'est la possibilité d'avoir des exemples vivants qui peuvent se raconter pour donner aux jeunes la projection de ce qu'ils vont devenir. Merci à l'hôtel Hilton qui est l'une des rares chaînes hôtelières qui a pris le soin d'admettre en son sein les personnes qui vivent avec le handicap. Et le deuxième niveau, c'est bien sûr exprimer aussi la reconnaissance de ce que les choses qui ont été entamées en faveur de l'inclusion de la personne handicapée ou encore de la prise en compte de la personne handicapée dans cette chaîne hôtelière doit se poursuivre. L'organisation de cette journée portes ouvertes est également pour le top management une façon de démystifier le Hilton Yaoundé. Tout diplômé en hôtellerie peut y postuler sans complexe. Ici, chacun a sa chance. Bravo. Merci. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.